Bon, juste avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, téléchargez le magazine de la Mamie Preneuse. Il y a plein de petites pépites à avoir et à lire dedans. Donc si ce n'est pas encore fait, c'est le premier lien dans la description. Bienvenue dans ce 3e podcast de Mamie Preneuse, business en pantoufles. Il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. On est bien installé. Petit temps d'hiver, bien cocooning, bien Mamie Preneuse. Le petit business tarot, des petits Kinder si jamais on a faim. Et on est parti pour démarrer ce business. Donc on démarre avec la carte du moment. Donc si vous posez des questions en ce moment... Tiens, j'ai laissé mes lunettes. Bon, c'est pas grave, ça fait très mamie aussi. Si vous posez des questions en ce moment, c'est peut-être dedans que vous allez avoir votre réponse. Alors c'est bien sûr, ça concerne que le business en ligne. Je vais prendre cette tonne de cartes. Et on est parti, c'est parti. Alors je ne mélange pas, hein. Je prends juste une carte au hasard. Hop, celle-ci, la 5 d'épée. Les cartes sont vraiment à chaque fois magnifiques. Donc, je vais vous en lire tout de suite l'interprétation. N'hésitez pas à vous faire une petite boisson aussi, si vous m'écoutez, sans faire quelque chose de particulier. Et sinon, bien sûr, ça s'écoute, ou vous pouvez faire autre chose en même temps. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, le 5 d'épée, c'est pas grave. Alors, le 5 d'épée, je vous lis ça tout de suite. 5 d'épée, c'est la page 210. Donc, on est parti pour vous lire tout ça. Donc, voilà. C'est un saut quantique. Ah, c'est dommage cette lumière. Faut que je modifie ça tout de suite. Voilà, c'est mieux. Je vais retirer les lunettes ici. Alors, un saut quantique. Même si ce concept est encore trop considéré comme du jargon spirituel, tout entrepreneur connaît des sauts quantiques, qu'ils en soient conscients ou non, et quelle que soit la manière dont il les nomme. Évolution fulgurante, changement d'état d'esprit, grande prise de conscience, éveil et révélation. Faire un saut quantique revient quasiment à changer d'univers. Tout à coup, on ne voit plus les choses de la même manière. Ce qui nous paraissait évident ne l'est plus. Les effets d'un saut quantique sont extraordinaires. Vous vous trouvez dans le même monde, mais tout est soudain différent. Les personnes qui vous effrayaient auparavant vous paraissent maintenant parfaitement inoffensives. Vous sentez profondément que tout est possible. Vous décuplez votre chiffre d'affaires sans aucune raison logique. Vous avez une foi inexplicable et infinie en la bienveillance de l'univers. Vous savez qu'à un moment, à aucun moment vous n'êtes en danger. Bref, vous êtes au même endroit et en même temps vous êtes arrivé au paradis. Comble du bonheur, vous constatez que tout ce qui représentait des défis insurmontables semble se résoudre avec une facilité déconcertante. Vous comprenez que c'est vous et uniquement vous qui décidez de l'univers dans lequel vous souhaitez vivre et que plus vous vous sentez épanoui, plus vous vous trouvez dans un monde qui se met à votre service. Il faut reconnaître que nous arrivons souvent à un saut quantique après une dépression, un burn-out, un accident, un licenciement ou tout autre désagrément destiné à vous stopper net. La vie prend alors la décision à notre place. Mais on peut aussi accéder aux bénéfices d'un saut quantique de manière douce. Cela passe nécessairement par une décision ferme, un engagement dans une thérapie ou dans le développement personnel, une lecture, un voyage, une discipline. Dans l'entrepreneuriat, il est plus qu'indiqué de vous trouver un mentor qui possède les capacités que vous souhaitez obtenir et qui a déjà fait son propre saut quantique. Ainsi, il saura vous guider et vous permettre d'éviter les pièges. Cette décision, c'est avant tout celle de vous prendre en main, de ne plus tolérer les pensées négatives, les conduites toxiques, d'être vigilant à toute incursion de l'ego, de continuer à croire que tout est possible, d'avoir une foi qui déplace les montagnes. Votre mantra, c'est « Seul l'amour existe ». Donc essayez d'avoir un mentor qui vibre au niveau où vous souhaiteriez être et que vous pourriez engager. Voilà pour la petite carte du moment. J'espère que ça vous aura aidé. Alors l'inspiration, le contenu un petit peu qui m'a bouleversé l'inspiration, c'est en fait de voir que les entrepreneurs qui en font le plus sont ceux qui ont le plus de trauma. C'est vrai, mais les entrepreneurs, je trouve, commencent à le reconnaître de plus en plus, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'ego. J'ai l'impression, en fait, que plus tu as galéré dans ta vie, plus tu vas devenir un grand entrepreneur. Vraiment. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une fin, un pourquoi qui est extrêmement fort quand on a une revanche à prendre sur la vie.
Et c'était hyper tabou il y a encore quelques années, et je trouve que ça se désamorce un peu plus. Il y en a qui vont expliquer dans des interviews que, en fait, c'est beaucoup les parents. Ils veulent beaucoup la reconnaissance des parents, qu'un des deux parents ou les deux parents, en fait, ne regardaient pas forcément leur travail, ne les considéraient pas vraiment, et ils recherchent l'attention du père ou de la mère. Ça peut être une revanche aussi par rapport à un prof qui n'a pas cru en eux, et donc, typiquement, ça va être pour les hommes, ils vont retourner au collège avec leur voiture de collection ou leur Ferrari pour montrer au prof. Vous voyez, vous n'avez pas cru en moi quand j'étais petit, regardez maintenant ce que je gagne. Ou ça peut être la revanche par rapport à un patron. J'ai déjà vu cet exemple-là aussi d'une personne aujourd'hui qui a 1,5 million d'abonnés et qui a pris sa revanche comme ça, qui s'est dit plus jamais je serai salariée. Elle était juste en stage et en fait elle est arrivée 5 minutes en retard et elle a été traitée de la mauvaise manière. Et donc ça a été une revanche pour elle. Et en fait c'est ça, c'est qu'en fait on les admire de réussir, de bosser autant, mais ce qu'ils recherchent, c'est pas le monde, c'est une personne. Ils recherchent l'attention, en fait, pas de tout le monde, mais d'une seule personne dans le fond. Et en fait, tant que cette personne n'a pas dit « Ok, je le reconnais, je m'excuse, t'as réussi, je suis d'accord », eh bien, ils vont continuer, en fait, à rechercher la reconnaissance de tout le monde. Par exemple, il y a des exemples célèbres qui l'admettent aussi. Il y a Steve Jobs, qui a été abandonné à la naissance, qui dit qu'il est tout le temps en recherche de la perfection et qu'il veut créer des produits qu'on ne peut pas ignorer. Vous voyez un petit peu le parallèle ? Des produits qu'on ne peut pas ignorer parce que lui, il a été abandonné à la naissance. Donc il veut créer des produits physiques qui ne peuvent pas être ignorés comme lui, il a été ignoré quand il est né. On a Oprah Winfrey aussi qui l'assume, qui a connu toutes les galères, qui a été pauvre, qui a été abusée, qui a été humiliée. Et elle dit qu'elle le reconnaît que tout le monde veut être vu, entendu et compris. Et donc, elle est très connue aujourd'hui que c'est une forme un petit peu de revanche. Elon Musk aussi, lui en fait, si vous voulez, il a grandi en Afrique du Sud et il a grandi juste avec son père pendant un moment. Et il dit que c'est plus les livres qui l'ont éduqué. Et que son père, en fait, il était vachement absent. Et donc, ça a été une forme de revanche pour lui d'être le meilleur entrepreneur possible parce qu'il cherche surtout la reconnaissance de son père. Il est assez proche de sa mère, même si c'était assez conflictuel pendant certains moments. Mais en fait, c'est la reconnaissance de son père qu'il recherche. Lady Gaga aussi, qui a été humiliée, harcelée quand elle était jeune, et qu'elle dit en fait que ces disques d'aujourd'hui sont la réponse des traumatismes qu'elle a vécus autrefois. Et donc je me dis, finalement, c'est un peu tabou parce qu'on a un peu honte à l'admettre que plus on a eu un traumatisme fort, plus on a eu... Enfin, traumatisme. Alors bien sûr, il y a tout traumatisme, il y a bien pire, bien sûr. Mais là, je parle de trauma dans le sens manque de reconnaissance, manque d'amour d'un proche. Et j'ai l'impression que ça a beaucoup été une honte pour beaucoup d'entrepreneurs et qui le reconnaissent. Et en fait, finalement, c'est pas grave. C'est pas grave de se dire que ce moteur de vouloir en fait une reconnaissance du monde entier en étant entrepreneur, c'est malsain. Parce qu'en fait, au final, on aide des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, voire des milliards de personnes. Donc, c'est un mal pour un bien finalement. Si vous avez eu par exemple un manque de reconnaissance, je sais pas, de votre père qui vous a toujours ignoré, que vous voulez devenir entrepreneur dans la high-tech et que tant que votre père il reconnaît pas trop ce que vous faites et qu'il vous a pas encore félicité, vous allez travailler encore plus dur, vous allez lever encore plus de millions avec votre start-up, vous allez créer des métiers, vous allez valoriser l'économie, vous allez changer le monde, vous allez trouver des prototypes qui vont révolutionner, les fusées, qui vont révolutionner les voitures, peu importe. Et en fait, tant mieux, entre guillemets, que votre père n'a pas encore reconnu votre réussite. Alors, je le souhaite avant que la personne parte de ce monde, mais en fait, c'est un mal vraiment pour un bien. Donc, moi je dis toujours qu'il y a deux grands pourquoi. Vous savez, Simon Sinek, il dit il faut trouver son pourquoi quand on réussit en tant qu'entrepreneur. Mais pour moi, il y en a deux. Il y en a un
qu'on admet publiquement et il y en a un qu'on a secrètement. Celui qu'on admet publiquement, c'est « Ah, je veux la réussite de mes clients. Ah, je veux aider le monde à, par exemple, je sais pas, à avoir de beaux jardins, à créer des business en ligne, à je sais pas, investir dans la bourse, plein de choses. » Ça, c'est celui public, c'est celui qui est admissible. Et il y a le pourquoi qui est privé. Même parfois, les entrepreneurs n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience que derrière tout ce travail acharné, leur pourquoi, c'est la reconnaissance du père, de la mère, du prof, du patron, d'un collègue, d'une amie qui avait vécu ça comme une injustice, un rejet, un abandon, peu importe. Et certains le savent, mais voilà, ils ne sont pas très tranquillement en conscience avec ça. Mais c'est tout à fait sain. Et je remarque vraiment de plus en plus que plus un entrepreneur, c'est rien, c'est mon chat qui veut sortir, plus un entrepreneur a vécu des choses durant son enfance, plus il va créer de grandes entreprises. Et dans un sens, je me dis que si vous êtes bloqué, que vous n'avez pas de grandes ambitions et que vous en sortez mais pas plus que ça, dans un sens, c'est peut-être que vous avez eu une enfance heureuse, entre guillemets, entre gros guillemets, bien sûr, parce qu'un petit truc peut être vécu comme un gros traumatisme, et pour d'autres, quelque chose qui peut être horrible pendant des dizaines d'années, ça peut être vécu, voilà, ça passe. Enfin, vraiment, on n'est tous pas du tout égaux sur la façon de réagir à ce qui se passe dans la vie. Donc en fait, finalement, je me demande, est-ce que c'est pas le destin ? On rame, on se dit ah c'est dommage, je sais pas, vous allez chez le psychologue, vous allez vous plaindre parce que votre prof vous a humilié. Peut-être que c'était le destin, parce que grâce à cette humiliation, ça fait de vous quelqu'un qui a une charge de revanche, qui veut créer quelque chose qui va révolutionner le monde, ou en tout cas changer la vie de certaines personnes, et même changer la vie d'une personne, c'est déjà extrêmement bien avec votre business en ligne. Et c'est comme ça en fait que vous allez changer un petit peu la planète et le cours de l'histoire. Si chaque personne a ses propres traumas et qu'il en fait quelque chose de bien, je trouve que le monde serait bien meilleur. Parce que forcément, il y en a plein qui ont des traumas qui sont petits, mais qui vont se pencher plutôt dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence, dans les addictions, en prison, ou se laisser aller. Et il y a un autre type de personnes, les entrepreneurs, qui vont faire ça comme une revanche positive. Donc, n'en ayez pas honte, c'est peut-être le destin. Peut-être que ce qui vous est arrivé, la façon dont ça vous est arrivé, c'est parce que vous allez changer un peu le cours de l'histoire à votre façon. Le troisième sujet de ce podcast, c'est la solitude choisie. C'est pourquoi j'ai arrêté en fait de chercher une équipe, un mentor, un mastermind, un groupe d'amis entrepreneurs. Avant, c'est ce que je faisais beaucoup. Avant, en fait, j'allais beaucoup vers tous les entrepreneurs un petit peu de mathématiques. Et depuis 2020, je me suis complètement refermée. Et j'évite même ça. J'évite les interviews, j'évite de garder contact, j'évite d'aller à Paris comme je faisais tout le temps avant pour être au milieu de ces personnes. Avant, parfois même, j'allais juste me taper 2h30 de train pour aller à Paris, juste pour avoir une phrase de 5 minutes avec quelqu'un de mathématique, histoire de garder un petit peu le lien en fait. Et aujourd'hui, je m'en fous complètement de tout ça. Alors par contre, attention, c'est bien pour démarrer. Je trouve que c'est le hack le plus rapide, parce que finalement, on se met dans un environnement où ça devient naturel de penser ainsi, ça devient naturel de travailler de telle façon, d'avoir des revenus importants, de côtoyer telle personne, d'avoir telle routine. Je trouve que c'est le meilleur cheat code pour commencer un business dans votre thématique. Côtoyez les personnes de votre thématique et vous allez réussir 100 fois plus vite. Et je pense que sans ça, je pense pas que j'aurais réussi à en vivre. Je trouve que c'est le truc qui m'a le plus aidé. Mais à mes débuts, on va dire les 3-4 premières années. Après, j'ai commencé à ralentir et maintenant, ça fait 12 ans. Ouais, 12 ans. Et je m'éloigne plutôt. Donc, pourquoi je m'éloigne ? Parce qu'en fait, à la longue, je trouve que ça coupe de mon intuition. En fait, tu vois ce qui marche chez les autres. Et parfois, dans le business en ligne, ça marche, ça fait des vagues. Parfois, ça marche moins bien. Et quand tu es dans un creux de vague,
tu as envie de regarder ce que font les autres de ta thématique et se dire « Ah bah si lui ça marche toujours pour lui, je vais prendre cette technique-là, je vais prendre cette technique-là. Ah puis il me conseille plutôt de faire telle technique. » Donc en fait vous prenez des choses qui finalement ne vous appartiennent pas parce que ce qui marche chez une personne, ça ne va pas forcément marcher chez vous. Et donc moi je suis tombée dans le piège plein de fois où soit on m'a dit bah, « Fais telle technique, c'est ce qui marche je sais pas en 2023 ». Et j'applique ça et ça marche pas pour moi, ça marche pour lui. Je me dis mince, pourtant j'ai appliqué de la même façon et ça ne marche pas. Eh bien c'est normal parce que son énergie à lui match avec cette technique-là et pas avec la mienne. Par exemple, on m'a dit fais des offres high ticket. Non, je déteste le téléphone, je déteste vendre cher, je déteste faire du coaching. Donc non. Et si la personne me connaissait un minimum, elle saurait que c'est pas pour moi. Donc en fait, si on vous dit de faire des choses, ça vous ressemble pas forcément, donc c'est pour ça en fait que je me suis dit je vais me couper un petit peu de ces personnes parce que ça me coupe beaucoup avec mon intuition et c'est pas parce que ça marche ces tendances que ça va marcher pour vous. Et puis je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup en fait de jalousie, de concurrence, beaucoup en fait de comparaison, de qui sera le meilleur, alors que finalement même si ça reste la même thématique, je trouve que chacun a sa propre personnalité et c'est dommage de vouloir faire une compétition. Ça devenait parfois un monde de requins où tu sortais une idée, tu faisais confiance à quelqu'un, tu te faisais piquer l'idée le lendemain par l'autre personne. Je voyais des personnes qui se côtoyaient, finalement le lendemain il allait dire des choses mauvaises sur cette personne qui n'est pas vraie. Enfin, il y a beaucoup de jalousie en fait, beaucoup de jalousie, beaucoup de concurrence. Et au final, je trouve que c'était pas sain du tout. Alors qu'au début, il y a quelques années, tout le monde s'entraidait, mais voilà, ça reste quand même du business, de l'ego. Et donc, je me suis dit, oulala, pourquoi ils sont comme ça? C'est dommage. Amitié et business, est-ce que ça peut pas coopérer ensemble vraiment? Bah, apparemment, ça a quand même beaucoup de mal. En tout cas, ça tient pas sur le long terme. Je dis pas que ça tient au début. Au début, c'est cool, ça marche bien. Allez, ça marche bien 2-3 premières années, mais à la fin, si les personnes sont trop proches, je remarque que ça vole en éclats et ça finit souvent très mal. Alors pourquoi je n'ai pas choisi de mentor? Parce que je trouve finalement que personne n'est mon moi idéal. Personne ne saura jamais ma version de moi idéale qui existe déjà, vous voyez? Par exemple, je sais pas, mon mentor, c'est... je sais pas, on va prendre un exemple connu, Tony Robbins, c'est mon grand mentor, je vais être comme lui, etc. Bon, pas du tout, hein. Mais imaginons. Eh bien, non, en fait, parce que il a sa façon de faire, et si on essaye de copier et de s'inspirer à fond, on va pas vraiment être nous-mêmes, ou ses méthodes, ça va pas forcément nous ressembler, ou peut-être il va sortir une autre méthode, on va l'appliquer parce que c'est notre mentor, et en fait, on va se cramer dans le business parce que ça va pas du tout nous ressembler. Donc je fais extrêmement attention à ça. Pourquoi je n'ai jamais rejoint de mastermind aussi? Parce qu'en fait, je trouve que dans les masterminds, c'est beaucoup une guerre d'ego. C'est beaucoup en fait, ok, bah tu bloques sur cette problématique. Bah écoute, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça. Et puis on fait des présentations de, bon voilà, cette année j'ai fait une croissance de plus de 200%, on a utilisé tel levier, j'ai utilisé telle équipe, et puis finalement je me suis associée avec telle personne. Et puis tout le monde, ouais c'est bien, bravo. Non. Puis apparemment dans les masterminds, en fait il y a rarement en fait des personnes qui vont vraiment booker sur votre problématique. Encore une fois, ça reste des personnes qui vont vous donner leur point de vue, leur énergie, leur stratégie, mais ça va pas forcément matcher avec vous. Alors je dis, il y a des trucs quand même qui vont être bons à prendre, mais je trouve que par rapport au prix et par rapport à ce que ça apporte, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. Et je trouve que surtout peut-être que quand on est un homme, ça matche bien, mais je trouve que quand on est une femme, ça nous coupe de notre intuition. Et enfin, pourquoi j'ai pas pris d'équipe de salariés ou de freelance? Enfin si, ça m'est déjà arrivé de prendre des freelances, des personnes qui bossent avec moi pour des petites missions, pour des miniatures YouTube, pour écrire des articles sur mon site internet, pour faire du montage vidéo. J'ai déjà fait des petites missions comme ça, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin si on sait bien s'organiser. Finalement, il y a juste les emails. Quand on est formateur en ligne, il n'y a pas besoin de faire un gros montage vidéo. Il n'y a pas besoin de faire des miniatures YouTube. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va poster pour vous sur les réseaux. Maintenant, on a tout ce qu'il faut avec l'IA. Ça se fait assez bien au niveau des... Je parle de l'automatisation. Je ne parle pas de faire les posts avec l'IA. Et sinon, il y a juste le support par email.
mais ça j'y tiens à le faire moi-même. Même si parfois je prends un peu de temps à vous y répondre, surtout en été, je finis toujours par répondre moi-même. Et je trouve que c'est important, et il y a 90% de personnes qui délèguent leur support client, et en plus les gens n'ont même pas de réponse, c'est abusé. Donc voilà, j'y tiens de répondre moi-même, et puis de toute façon j'essaye de faire en sorte qu'il y ait peu de support client, parce que dès qu'il y a un bug, j'essaie de le résoudre, donc finalement la personne elle a peu de raisons de me contacter, donc je trouve que voilà, c'est une bonne raison et une bonne façon de faire. Il n'y a pas besoin d'avoir toute une équipe, et puis de toute façon surtout, le business en ligne, c'est la liberté. Si vous vous entourez de plein de contrats de salariés, de plein de freelance, de plein de missions, le jour où vous n'avez pas envie ou de laisser tomber votre entreprise, vous allez vous sentir super mal de dire à ces gens on arrête. Alors que moi, si j'ai pas envie de bosser pendant une semaine, un mois, ou je sais pas, il m'arrive quelque chose, ou que j'ai plus envie en fait, bah, j'ai pas de compte à rendre à personne. Alors maintenant, parlons du produit du moment. Je vais aller le chercher parce que c'est une grosse bête. Non, je parle pas de toi. C'est une autre grosse bête. Et voici la bête. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce que c'était. C'est un purificateur d'air. C'est trop bien. Il suffit... Bon, ça prend un peu de place, mais il en existe des plus petits. Hein. Vous appuyez sur On tout en haut. Et puis, vous avez 3 vitesses et ça purifie l'air. Un filtre, ça vous dure entre 3 et 6 mois à peu près. Ça coûte à peu près 30 € le filtre. Ce purificateur d'air-là, je crois que je l'ai payé environ 150 €, je ne sais plus exactement, ça fait un moment que je l'ai. Mais franchement, c'est un indispensable à avoir. Parce que en plus, j'ai 3 chats. En tant que mamie preneuse, c'est important. Et au niveau j'avais pas mal de soucis d'allergie aux poils de chat à un moment donné, même si ça va mieux maintenant. Et quand vous avez des chats, des animaux, c'est excellent, ça purifie en fait les allergènes, donc c'est trop bien. Ensuite, vous avez moins de maux de tête aussi, parce que je sais pas, l'air est plus pur. Si vous travaillez de chez vous, que vous êtes beaucoup devant l'écran d'ordinateur, je trouve que ça réduit les maux de tête. Je trouve qu'on a une meilleure concentration. Je le mets beaucoup aussi dans la chambre, à 1, ça fait quasiment pas de bruit. Moi qui suis très minutieuse sur les bruits, je suis rêvée pour un petit truc. Là, à 1, c'est comme si en fait, le bruit que ça fait, c'est comme si le voisin d'à côté, dans sa salle de bain, il faisait couler un peu d'eau dans son robinet, mais vous entendez juste le tuyau d'eau couler un peu derrière le mur. Enfin, vous voyez un petit peu. Mais c'est très calme quand même. Ensuite, vous avez une application sur votre téléphone aussi pour pouvoir le gérer. Donc, sur votre appli, vous voyez si c'est rouge, donc c'est pollué, et après ça va aller vers le vert. Ça purifie jusqu'à peu près 50 mètres carrés. Donc si vous la mettez dans une pièce principale, ça suffit largement, dans une chambre aussi. Je le mets souvent à 1 en continu en fait. Ça permet aussi de réduire les mauvaises odeurs de la cuisine, tout ce qui est aussi litière. Et vous vous dites, ok, mais je vois pas la différence avec ouvrir les fenêtres. Eh bien, quand vous ouvrez les fenêtres, vous avez de l'air aussi, mais vous avez de l'air pollué. Et ça ne va pas filtrer les choses. Et donc là, il y a un filtre, je ne sais plus comment ça s'appelle, HEPA, je ne sais plus, qui permet vraiment de bien filtrer toutes les moindres particules invisibles. Parce que même si vous ouvrez les fenêtres, ça ne va pas traiter les allergènes, les poils de chat, même les maladies. Pendant le Covid et tout, ça aurait été bien pratique. Vous êtes moins malade. Je sais que j'attrape. Si l'autre personne est malade, je ne vais pas forcément être malade, moi, si je mets ça tout le temps. Donc voilà, on respire mieux, c'est mieux filtré, j'éternue moins que les chats. Franchement, c'est le top du top, ce petit truc. Donc si vous n'en avez pas encore, je vous le conseille. Je vous mettrai le mien, ma référence exacte, parce que j'ai fait pas mal de recherches, savoir quel était le mieux. Dans la description d'Amazon, je mettrai le lien. En parlant d'un autre sujet, c'est les offres high ticket ou low ticket. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Les offres high ticket, ça veut dire que vous vendez à des gros prix des coachings. Et les offres low ticket, c'est que vous proposez des produits numériques à petit prix. Donc high haut, low petit. Donc en fait, je me suis longtemps tâtée à faire soit des prix de produits numériques chers ou commencer par des petits produits.
Mais on me disait souvent, ne sois pas le Lidl du marché, fais pas des petits prix parce qu'au niveau de ta crédibilité, ça va pas le faire. Les gens vont pas te faire confiance, ils se disent un petit prix, ça va être nul. Écoutez-vous, suivez votre intuition. C'est ce que je disais juste avant, écoutez-vous parce que c'est pas parce que c'est un petit prix que les gens ne vont pas vous faire confiance, au contraire. Au contraire, pourquoi ? Parce que ils vous découvrent, ils vont pas lâcher comme ça 2000 euros. Moi, je trouve ça bizarre, les personnes qui font des offres à 2000 euros et ils vendent ça comme des petits pains en publicité. Je trouve ça très très bizarre. Et du coup, je trouve qu'il y a des gros mensonges. Et donc, vous vendez un petit produit, je sais pas, à 17 euros. Après, rien ne vous empêche de créer sur le bon de commande une offre additionnelle à 17 euros aussi. Donc déjà, là, ça vous fait plus de 30 euros. Vous créez un upsell avec une offre, je sais pas, à 57, 97 euros. Donc au final, le panier moyen, imaginons, il est, je sais pas, à 70 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Et la personne vous fait confiance. Et au moins, si elle a acheté le petit produit et elle voit que c'est de qualité, elle peut après acheter des produits plus chers. Et un petit produit, vous pouvez faire un truc hyper qualitatif et la personne ne va pas être déçue. Elle va se dire c'est sérieux et je vais acheter d'autres produits. Donc moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Et c'est ma stratégie que j'utilise depuis quasiment tout le temps en fait. Et quand j'essaie de faire autrement, ça ne marchait pas. Donc en fait, mon tunnel de vente actuellement, c'est-à-dire mon système de vente, est composé d'une petite formation découverte en affiliation à 17 euros. Sur le bon de commande, j'ai ce qu'on appelle un order bump, donc c'est une petite case à cocher pour prendre un produit complémentaire, qui est mon club d'affiliation à 37 euros. Après, j'ai un upsell pour ma grande formation d'affiliation premium à 197 euros. Et si la personne refuse cet upsell, elle a ce qu'on appelle un downsell, donc c'est une offre un peu moins chère que celle d'avant, qui est ma formation affiliation express à 37 euros. Donc vous voyez, le panier moyen, on part de 17 euros, mais une personne sur 3 va prendre un des produits. Donc le panier moyen, on va dire qu'il est à, je sais pas, 30 euros à peu près. Et vous en vendez plusieurs, comme ça, parce que ça se vend comme des petits pains. Donc je trouve que c'est le mieux. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez des offres high ticket, low ticket. Qu'est-ce qui est le mieux ? Peut-être un truc mix. En tout cas, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous au niveau de votre système de vente. Alors là, pour la recette de grand-mère, maintenant, on va faire une recette de grand-mère pour la confiance en soi. Alors au niveau des ingrédients, très important, il faut une tasse de petites victoires quotidiennes, même si c'est juste faire son lit ou dire non, 2 cuillères à soupe de promesses tenues envers soi-même, une pincée de culot, ça pique un peu mais c'est ce qui relève le goût, une poignée d'échecs digérés avec bienveillance, quelques gouttes d'oubli du regard des autres, 3 branches de gratitude, fraîches de préférence, et une louche de patience maison à remuer doucement. Pour la préparation, commence par te parler comme à une amie, pas comme à une ennemie. Les critiques, tu les filtres comme les grumeaux, tu n'en veux pas dans ton plat. Pose-toi cette question chaque matin. Et si aujourd'hui je me traitais comme quelqu'un que j'aime vraiment ? Petit 2, ajoute une action par jour que tu remets depuis des semaines. Une petite, une ridiculement petite, mais que tu choisis. C'est le sel de cette recette. La confiance, c'est je fais ce que je dis, point. 3, mets à mijoter dans le silence. Parce que la confiance, ce n'est pas du bruit, c'est de la constance. Elle grandit quand personne ne regarde. Moins tu cherches la validation extérieure, plus tu deviens puissante intérieurement. 4. Laisse infuser les compliments reçus sans les rejeter. Qui t'a dit que tu étais douée, que tu étais lumineuse ? Note-le, relis-le, bois-le. La confiance, c'est aussi savoir recevoir sans s'excuser d'exister. 5. Sers avec du respect de toi bien chaud et un brin d'autodérision. Parce que le sérieux tue l'audace et l'audace est l'épice secrète de la confiance. À répéter pendant la cuisson. Je suis en construction, pas en compétition. Et maintenant, on va répondre à la question d'une auditrice. Je vais regarder si j'en ai eu des nouvelles en direct. Alors, j'ai une question intéressante. Lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on a du mal à s'en sortir financièrement en raison d'un bas salaire et qu'on n'a pas le droit de créer son entreprise puisque seules sont autorisées les œuvres de l'esprit, donc apparemment l'écriture, quelle solution pensez-vous pour nous ? Je pense que nous sommes nombreuses. Merci, c'est super votre authenticité. Vous avez la même définition que moi de la richesse. Heureuse de vous retrouver très vite. C'est une super question parce que c'est vrai, quand on est fonctionnaire, c'est compliqué. En fait, il faut avoir l'autorisation de sa hiérarchie et c'est pas toujours évident en fait. Et même parfois, on n'a pas le droit du tout.
Donc ce que je te recommande de faire, c'est que en gros, tu n'as pas le droit de faire de commerce déjà, mais tu as le droit de recommander des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc je pense que faire de l'affiliation un petit peu avec finesse, c'est une possibilité. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est l'affiliation. En fait, moi, c'est ma spécialité. Tu recommandes des choses que tu aimes, des logiciels que tu aimes, des articles, des produits physiques, même de l'affiliation Amazon. Je pense que ça peut se faire. Et puis de toute façon, tu peux tester sans forcément créer ta micro-entreprise au début. Puisqu'au début, tu vas gagner 10 euros, 20 euros, 50 euros. Tu peux créer ta micro-entreprise seulement si ça devient récurrent. Si tu gagnes vraiment 200 euros tous les mois minimum, là, tu pourras créer ta micro-entreprise. Mais personne n'a embêté quelqu'un parce qu'il a gagné 30 euros par-ci et 15 euros par-là d'affiliation. Non, franchement, faut pas avoir peur de ça. Vraiment, j'ai fait 50 droits là-dessus. J'ai fait des stages chez des huissiers, personne ne t'en mettra pour ça. Donc voilà, ça peut être contourné comme ça. Après, ce que tu peux faire aussi, donc créer des œuvres de l'esprit, tu peux quand même écrire des e-books sur des choses qui s'intéressent et les vendre sur Amazon. Tu peux en fait faire de l'auto-édition. Ou même tu peux créer des PDF avec Canva et les vendre sur le site Etsy. Ça marche très bien. Aux États-Unis, ça cartonne. Enfin, aux États-Unis, les Américains qui font ça sur Etsy, ça marche super bien. Et même moi, je m'y suis mis récemment. J'ai mis mon dopamine menu sur Etsy. J'ai mis mes templates System IO sur Etsy. Tu peux faire ça. Sinon, ce que tu peux faire, créer une newsletter payante aussi. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Après, je ne sais pas aussi dans quel secteur tu es, mais je sais que si c'est vraiment fonction publique au niveau de l'État, l'État a tellement de choses à gérer je pense qu'il ne va pas venir t'embêter si tu crées une micro-entreprise. Après, je sais que dans le privé, il faut juste voir, si dans le privé ou même fonction publique, il faut juste voir si c'est pas en fait en concurrence avec ton métier actuel. Il ne faut pas vraiment que ce soit exactement la même chose. Sinon, je suis en train de me renseigner un petit peu, voir, parce que je sais que c'est un peu flou en fait. Donc ce que tu as le droit de faire, c'est que tu peux cumuler ton activité fonctionnaire avec la création d'une œuvre de l'esprit. Donc une œuvre originale, donc c'est bien toi qui l'as faite. Tu la crées en dehors de tes heures de travail, que ça ne nuit pas à ton devoir de réserve ou de neutralité de ton poste, et tu n'en fais pas un commerce actif, c'est-à-dire faire la vente en physique, pub agressive, démarchage. Donc ce que tu peux faire, écrire des e-books sur Etsy, sur Udemy, ou même sur System.io et trouver ta propre audience, et te faire ton audience avec YouTube ou des podcasts. Ça peut être de faire des photos, de vendre ta voix off, faire des conférences. Mais en fait, ce que tu n'as pas le droit de faire sans autorisation, apparemment, c'est une entreprise vraiment commerciale, une activité de service en tant que coach, prestataire, freelance, tenir une boutique en ligne de produits matériels et encaisser de l'argent régulièrement comme professionnel, hors droit d'auteur. Je trouve aussi que c'est un peu flou ce qu'ils disent de l'esprit, tout ça. Enfin, franchement, ça porte à confusion. Et parfois, quand ça porte à confusion, ça peut être interprété à ta façon avec bonne foi. Je te dis, j'ai fait 50 droits. C'est pour ça que les avocats existent, parce qu'ils interprètent à leur façon les termes juridiques dans les textes. Donc, tu peux être entrepreneur, pas vendre directement des produits physiques dans des salons, mais tu peux créer des e-books, tu peux créer une chaîne YouTube, tu peux créer une formation numérique, un PDF. Franchement, je pense que ça peut être bien en plus, c'est plus simple pour démarrer. Et on termine par la citation de la fin, qui est « N'ayez pas peur d'abandonner le bien pour le mieux » de John Rockefeller. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger le magazine La Mamie Preneuse. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous l'avez déjà téléchargé et que vous l'avez lu, si vous avez trouvé des choses intéressantes. On se retrouve dans une prochaine vidéo et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend. Libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation. Et je dis oh.